Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Jean-Baptiste Lissic et Irena Banas, tous deux auteurs du livre À la découverte de la fermentation, aux éditions Marie-Claire. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin. Bonjour Irena. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous a amené à écrire ce livre ensemble sur la fermentation ? Les hasards de la vie, une belle opportunité avec Marie-Claire qui avait besoin de nous pour la création de ce livre. Et nous, on avait besoin d'eux pour nous réaliser. C'est une jolie façon d'expliquer. Je dirais qu'il y a quelques mois, on a commencé à écrire un livre sur les plantes sauvages comestibles pour proposer des recettes gourmandes justement de toutes ces plantes qu'on a dans notre jardin et qu'on connaît rarement en fait. Et puis petit à petit, on m'a demandé d'écrire un livre sur les graines germées. Donc les éditions Marie-Claire m'ont contacté pour ce livre. Et à la fin en fait de l'écriture de ce livre, il cherchait quelqu'un pour écrire un livre sur la fermentation. Sur le coup, les deadlines étaient très courtes quand même. Mais le projet me plaisait puisque je pouvais rester en cru, en végétal, que la fermentation c'est une méthode très intéressante en alimentation vivante. Et je me suis dit que ce serait une belle occasion d'écrire enfin un livre avec Jean-Baptiste. Et du coup, on a sauté sur l'occasion ensemble. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces bienfaits de la fermentation et quelles sont les utilisations et toutes les vertus de cette pratique ? Oui, avec plaisir. Alors, la fermentation, en fait, va permettre de rendre les légumes beaucoup plus digestes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont un peu sensibles aux légumes crus, avant de les réintroduire vraiment dans l'alimentation, pour y aller progressivement, la fermentation peut être une méthode assez intéressante, donc avec des légumes qui sont beaucoup plus digestes. En sortie de jeûne aussi, c'est très intéressant. Parce que la fermentation, c'est une transformation grâce aux bactéries qui sont naturellement présentes sur les légumes et les fruits parfois aussi. Et du coup, les bactéries en fait qui sont donc dans la fermentation, qui vont se développer en plus, vont permettre de réensemencer le microbiote intestinal et donc d'apporter plein de bonnes bactéries à chacun pour vraiment avoir un terrain en fait beaucoup plus solide et permettre au corps de fonctionner correctement. Tout en servant de moyens de conservation aussi. Et c'est un enjeu, je pense, moderne au niveau de l'écologie, pour pouvoir conserver vraiment des aliments tout en permettant d'utiliser, grâce à cette méthode, une multiplication de vitamines et de nutriments. En se servant aussi, si on étudie un petit peu, il y a une petite part histoire aussi dans le livre, et on se sert de méthodes anciennes tout en les réhabilitant à nos goûts et à nos méthodes modernes. Il y a aussi une dimension zéro déchet ou préservation des aliments lorsqu'on les a aussi en surplus peut-être, par exemple en été où on a beaucoup de légumes, c'est peut-être aussi un moyen de les conserver. Alors oui, c'est une méthode très intéressante à ce niveau-là. On a d'ailleurs fait des recettes spécialement zéro déchet, avec entre autres le thé paché, qui est une boisson fermentée à base de peau d'ananas. Donc on va pouvoir manger l'ananas, profiter de ses bienfaits, de son goût, de sa texture. Et la peau, au lieu de la jeter, on va pouvoir la fermenter, la faire fermenter, pour avoir une boisson qui est vraiment très intéressante, assez surprenante. On a aussi, donc bien évidemment, avec plein d'enzymes, puisque la peau de l'ananas contient énormément d'enzymes digestives. Donc là, ça permet de profiter de manière nouvelle, en fait, de ces bienfaits. Pour ceux qui aiment déjà le cru, l'alimentation vivante, on peut aussi faire des jus à l'extracteur à base de peau d'ananas. Voilà, donc ça permet de varier les recettes, de trouver de nouvelles choses. Et on a fait des pickles aussi de peau de pastèque. Parce que pareil, la peau de pastèque peut se consommer en jus à l'extracteur, mais c'est vrai qu'on n'a pas tous un extracteur sous la main. Et pareil, pour varier les plaisirs, là on a proposé une recette de pickles avec des herbes. C'est aussi une façon de revaloriser ce qu'on appelle les déchets. Et un peu dans la même dynamique en fait que ce livre sur les plantes comestibles qu'on a commencé à écrire, eh bien là on montre en fait que voilà, ce qu'on pourrait appeler un déchet
ne l'est pas forcément. Il suffit peut-être de le regarder différemment, de lui apporter un nouveau regard. Et avec de nouveaux épices, une nouvelle recette, on le revalorise et on l'appelle plus déchet du tout. Parce qu'au contraire, on va prendre du plaisir à le manger. Il y a aussi d'autres peut-être fruits qu'on peut utiliser de cette même manière pour... Alors oui, il y a par exemple le fruit de la passion. On peut se servir de tout ce qui compose le fruit de la passion, notamment les grains aussi. On peut utiliser aussi... là, ce qui me viendrait en tête, ce serait aussi au niveau du citron, si on vient écraser tous les pépins. Voilà, il y a plein de variantes qu'on découvre et qui peuvent être très très bonnes pour la santé, mais aussi gustativement. Je pense que c'est ça qui nous a réunis aussi, le plaisir de la table et le chemin des possibles. Et il n'y a pas de limite. Après, si notre imagination, souvent quand on se dit la peau, je vais me servir de peau pour faire des jus ou pour faire un plat, une préparation. On sort du cadre habituel, je prends un légume ou un fruit et je le détaille, je le coupe et tout le reste je le mets au compost. Et en fait on peut se servir aussi beaucoup de déchets de ce qui est considéré comme un déchet pour se faire du bien et le valoriser. Et dans la même optique, on a aussi découvert qu'on pouvait faire des recettes de boissons fermentées à base des des pépins de melon, donc type melon charentais par exemple. On peut aussi prendre la peau des kakis, ou les kakis qui seraient un peu trop mûrs. On peut faire une fermentation à base de ces fruits. Il y a les nèfles également, qu'on ne consomme pas forcément trop en cru, qui sont pas encore très connus. Mais là, c'est une méthode de fermentation de boissons fermentées, un peu comme on ferait avec le kéfir ou le thé paché. Pas besoin des grains de kéfir du coup pour ces boissons, mais de manière naturelle, pouvoir faire fermenter ces peaux. Et comme le disait Jean-Baptiste, de pas jeter ces déchets. C'est vraiment dans le monde dans lequel on vit, quelque chose qui me paraît vraiment hyper intéressant, hyper essentiel, sur tous les points de vue quand on parle de nutrition, à la fois d'écologie, zéro déchet. Et puis, on parle aujourd'hui de plus en plus du coup de ces boissons fermentées, notamment du kéfir, de la kombucha, et puis ça peut aussi être un sujet d'incompréhension ou de non-connaissance, parce que des fois on peut se mélanger entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la différence entre le kéfir, la kombucha, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Alors, le kéfir et le kombucha, le kéfir, ce sont des grains. C'est sous forme de grains. On dit les grains de kéfir. Ça va être une base comme starter, avec de la figue, du citron et du sucre. Ça, c'est les recettes de base. Hein. Mais on s'en sert. On va aussi avoir du kéfir de lait. Dans l'histoire, ça viendrait certainement du même endroit. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette histoire aussi du kéfir Alors, pour le kéfir, ce serait normalement les nomades, donc les Mongols qui le consommaient. Après, ça se serait déplacé et on l'aurait vu aussi arriver dans le monde musulman. Et enfin, on trouve des souches un peu partout et le kéfir de fruits comme le kéfir de lait viendrait du même endroit. Donc les Mongols, ce seraient eux qui seraient les premiers à s'en être servis. Après, ce serait déplacé un peu partout. Chine, Japon, Turquie, comme étant vraiment une boisson pétillante. Avec un taux d'alcool quasi nul, mais en utilisant une fermentation qui permet d'affronter différents moments de différentes saisons et de pouvoir du coup avoir un apport nutritif mais au niveau des crampes, au niveau de plein de choses et au niveau de la flore de pouvoir s'enrichir.
Donc il n'y a pas que nous, c'est pas que de nos jours qu'on découvre cette boisson. C'est vraiment utilisé depuis des milliers d'années. Et du coup, au niveau de la kombucha, on parle des grains de kéfir, et puis la kombucha, c'est un procédé qui peut ressembler, mais qui est différent. Alors le kombucha, c'est une mère. On a des grains de kéfir pour le kéfir, et là pour le kombucha, c'est vraiment une mère comme si vous avez eu la chance de faire du vinaigre. On a vraiment une base. Alors on dit champignon, mais apparemment ce serait au niveau scientifique, ce serait pas vraiment un champignon, mais on a une mère, une base qui va permettre donc là c'est le liquide, c'est du thé noir, la base. Donc on pense pareil dans l'histoire que on aurait laissé du thé trop longtemps dans un coin avec les feuilles, et que ça aurait créé cette mer. Et après, pareil, ça serait développé. Donc là, on serait dans le Caucase, et toujours avec les nomades. Et ça se serait multiplié un peu partout. On est sur une boisson qui est généralement moins pétillante que le kéfir, et avec un côté très souvent plus acide au niveau gustatif. Et après, au niveau des bienfaits, je pense qu'Irena peut peut-être nous en dire plus. Donc les deux vont avoir vraiment des bienfaits sur le microbiote intestinal, parce que toujours cette histoire en fait de bonnes bactéries qui vont se développer pendant la fermentation, qui vont pouvoir réensemencer notre microbiote intestinal. Après, il faut savoir qu'en tant que puriste du cru, il y en a certains qui n'aiment pas forcément ces types de fermentation, parce qu'on reste une fermentation alcoolique, puisqu'il y a du sucre dans les deux à la base. Donc après, libre à chacun d'expérimenter, de tester, de goûter. Mais ce que je trouve magique, en fait, c'est que les deux sont ce sont plein de micro-organismes en fait, vivants, des mélanges de levures, de bactéries, que ce soit pour les grains ou la mère de kombucha, enfin pour les grains de kéfir ou les mères de kombucha. Mais ça va être sur la notion de partage, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on sait que voilà, c'est là. Et plus on fait de la limonade, donc le kéfir, en fait, on l'appelle la limonade du pauvre aussi. Donc plus on fait du kéfir, plus on fait du kombucha, et plus les grains de kéfir vont se développer, plus la mère de kombucha peut se développer aussi. Donc ça permet vraiment en fait un partage quasi illimité en fait et infini, qui fait que voilà, quand moi je fais mon kéfir, je vais avoir des grains qui vont se multiplier, je vais pouvoir partager ces grains, que ce soit en atelier ou auprès d'autres personnes qui en souhaiteraient. Et la mère de kombucha, c'est le même principe. On prend une partie voilà, de cette mère, on peut la partager et elle va se redévelopper à nouveau pour grandir. Et plus on en fait, et plus ça se développe. Et ça, c'est magique parce que, comme on parle du zéro déchet, c'est dans la même optique, de se dire que voilà, on a une boisson et elle ne tarit jamais. C'est inépuisable. Et on reste aussi dans une alternative au soda, dans du fait maison, avec une transformation des sucres par les bactéries qui vont rendre une boisson beaucoup plus saine. Et toujours dans le but pour la santé, mais aussi gustatif. On va se faire plaisir, et plutôt que d'avoir des sodas qui vont consommer énormément d'eau pour leur fabrication, avec des gaz, des apports de gaz qui ne seront pas dus à une fermentation, là on a vraiment quelque chose de naturel et auquel on a beaucoup de plaisir, et on peut avoir des variantes. Par exemple pour le kéfir ou même pour le kombucha, on peut rajouter, ça peut être à la menthe, ça peut être à différentes saveurs, différents arômes, et pareil, on peut vraiment se faire plaisir avec différents types de goûts, de bienfaits. Et je pense aussi qu'il y a une chose qui est à dire, c'est qu'on va utiliser quelque chose par exemple la mer ou les grains de kéfir, on peut les échanger et les donner à d'autres pour que on puisse toujours en refaire, et qu'une autre personne, son voisin, sa voisine, le parent d'une amie ou n'importe qui, ou dans notre famille, on peut transmettre cette souche pour que l'autre personne puisse faire elle aussi sa propre boisson. Ce qui est génial, c'est du coup, comme vous le disiez, c'est vraiment cette
cet aspect-là qui soit accessible, moins coûteux par exemple que des sodas et beaucoup plus nourrissant et nutritif. Et est-ce que c'est quelque chose qui, au niveau de la préparation, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que c'est complexe? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce côté-là, plus en lien avec la logistique? Oui, bien sûr. Alors le kéfir va être un peu plus simple à réaliser et moins ratable, je dirais, que le kombucha. Le kombucha est peut-être un petit peu plus sensible, mais pour les deux, on va avoir une base de sucre. Alors le plus brut possible, non raffiné, bio, évidemment. Sachant qu'on fait toujours au mieux de ce qu'on peut. Mais on va avoir donc cette base de sucre qui va permettre la fermentation. Pour le kéfir, on va prendre du citron, traditionnellement, donc des rondelles de citron frais, avec des figues sèches, pour le coup. On va mélanger ça avec de l'eau et des grains de kéfir. Donc c'est vraiment une recette de base qui est quand même très simple, très accessible, peu coûteuse. Et on va laisser généralement 2 jours de fermentation. Donc ce mélange va travailler pendant 2 jours. L'indicateur, ce sont les figues sèches qui remontent à la surface. Quand ces figues sont remontées à la surface, c'est que voilà, le kéfir est prêt. Là, on a une première fermentation. On peut le consommer tel quel, donc on refiltre évidemment pour avoir juste la boisson vraiment kéfir qui ressemble à une limonade. On a cette première partie qui est donc consommable tout de suite. Et si on veut une version un peu plus travaillée, avec des saveurs plus complexes aussi, et bien évidemment plus de bulles, dans ce cas-là, on va laisser le kéfir fermenter un peu plus longtemps à température ambiante. Généralement, 2 jours, c'est déjà bien. Après, ça dépend de la température, ça dépend du lieu, évidemment, de la dose de sucre qu'on a mis à la base, des grains de kéfir qui sont du coup tous différents, puisque ils viennent tous d'endroits différents. Ça va être la recette de base du kéfir, et c'est lors de la deuxième fermentation où on va pouvoir aromatiser. On va pouvoir rajouter des herbes, entre autres, la sauge. Le kéfir à la sauge, c'est magnifique, ça fait l'unanimité à chaque fois. Mais on peut mettre d'autres saveurs, d'autres choses qu'on voudrait partager avec ce kéfir. Et le kombucha, lui, va avoir une base de thé. Donc, traditionnellement, c'est plus du thé noir. Maintenant, ça se fait aussi avec du thé vert. Donc, on prépare un thé, donc qui est vraiment assez fort en goût, et du sucre. On va prendre cette base, on va attendre que ça refroidisse, bien sûr, parce qu'on ne voudrait pas brûler notre mer de kombucha. Et on va rajouter de l'eau, la fameuse mer, et là, pareil, elle va travailler. Là, ça va être beaucoup plus long. Alors, en fonction de la température extérieure et d'autres facteurs, mais on va être plus sur une fermentation qui peut aller jusqu'à 3 semaines, même parfois un peu plus. Voilà, ça dépend de ce qu'on recherche aussi en termes de saveur et de bienfaits. Mais voilà, de base, on est quand même sur des recettes qui sont très accessibles, très peu coûteuses, très faciles à réaliser. Et ça, c'est l'avantage, c'est ce qui permet de rendre accessibles ces boissons aussi. Sachant que moi, ce que j'aime beaucoup faire avec le kéfir, c'est de le présenter en apéritif. Les soirées, par exemple, que j'organise. Alors, personnellement, je bois pas d'alcool, j'aime pas ça, mais je sais que voilà, il y a plein de gens qui viennent en soirée avec des bières, avec de l'alcool. Et le fait de présenter le kéfir en premier, eh bien, les gens déjà aiment bien parce qu'il y a une fermentation, donc il y a quand même des saveurs assez complexes. Et en même temps, il y a le côté pétillant, festif, donc très sympa. Et parfois, en fait, les gens oublient de sortir leur bouteille d'alcool derrière. Donc c'est marrant, les gens laissent leur bière là où elles sont et finalement finissent la soirée au kéfir. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Et puis toutes les personnes qui sont accros au soda, parfois on arrive comme ça à faire une transition en douceur. Et voilà, les personnes qui veulent arrêter en tout cas les sodas industriels, pour faire une transition, passer au kéfir. Et puis bon, plus tard après, pourquoi pas ne plus consommer du tout de boissons de ce genre. Mais c'est déjà une superbe étape pour sans frustration, on va dire. Se sevrer de tout ce qui est soda industriel et on le sait, pas bon pour la santé du tout, avec tous les sucres raffinés et toutes les horreurs qu'ils mettent dedans. Mais voilà, pour que les papilles se déshabituent du sucre, et ça peut aider. Et justement pour l'alcool, il y a aussi vous en parlez un peu dans le livre, le ginger beer. Est-ce que vous pouvez un petit peu aussi parler un peu de cette alternative? Alors oui, le ginger beer, c'est un nom trompeur, parce que forcément il y a une fermentation, mais on va faire un levain de gingembre, donc on va laisser macérer du gingembre avec du sucre, on va faire une préparation. Et après, les bactéries qui se seront développées dans ce mélange, donc dans ce levain, on va pouvoir
dans une deuxième étape, le mettre et rajouter des saveurs, rajouter des goûts. Ça peut être tout ce qui nous vient en tête. Et là, on va avoir quelque chose qui en fait n'a pas d'alcool. Donc on l'appelle bière parce que c'est une boisson qui va pouvoir bien pétiller. Et aussi, vu que c'est avec du gingembre, il y a un goût qui est assez fort et qui parfois, pour les non-initiés, peut faire penser à quelque chose comme si c'était de l'alcool. En fait, pas du tout. Et initialement, c'était dans les... ça viendrait certainement de Jamaïque. Et c'était pour lutter contre la soif. Donc en fait, c'était les colons anglais qui aimaient beaucoup ça pour pouvoir travailler quand il faisait très chaud. Et c'était les lieux de passage du gingembre entre différentes colonies, donc d'Inde, et après pour aller en Angleterre. Et ça s'est développé en Angleterre. Une fois qu'ils sont mis à en goûter, ils sont devenus dingues, et après ça s'est répandu dans tout le reste de l'Europe. Et les Anglais en sont très très fans. Et on a, comme beaucoup de boissons fermentées, on voit une explosion de la consommation de ginger beer de plus en plus. Et on peut s'en servir aussi en mélange en cocktail, cocktail non alcoolisé ou cocktail alcoolisé. Moi personnellement j'ai un faible avec donc de couper le ginger beer avec des jus de fruits exotiques. Ça c'est quand il fait chaud, c'est juste parfait. Donc ça peut être de l'ananas, de la passion. Je vous invite à regarder dans le livre aussi quand vous aurez fini ce podcast. Mais on peut s'amuser, on peut vraiment s'amuser avec le ginger beer et pareil, avoir une alternative à quelque chose d'alcoolisé. Super intéressant tout ça. Et puis finalement, quand je vous écoute par rapport à la fermentation et toutes ces histoires, ça remonte vraiment à très très longtemps. Et c'était aussi utilisé pour notamment certains voyages par les mers, les océans. Est-ce que tu pourrais aussi peut-être en parler de cette utilisation des... Alors la fermentation, oui, on remonte au néolithique. Je pense que dès que l'homme a eu envie de transformer un peu son alimentation, il s'est rendu compte que y avait des bactéries, des choses qui travaillaient, même s'il n'expliquait pas comme ça, et qu'il y avait des bienfaits, que ça pouvait se manger, ou que parfois ça pouvait permettre de conserver des aliments. C'est le cas aussi pour le levain, pour pouvoir faire du pain, hein. C'est des milliers et des milliers d'années. Et après, on a eu une évolution. Par exemple, pour voyager, on s'en est beaucoup servi. Et aussi, apparemment, la première chose, par exemple pour la choucroute, ça aurait été pour les ouvriers pour construire la muraille de Chine. Donc, afin de permettre d'avoir un aliment qui puisse être apporté nutriments et rassasié. Donc ils utilisaient du chou fermenté, l'ancêtre de la choucroute. Et après on s'est rendu compte aussi, donc bien plus tard, les explorateurs s'en servaient pour lutter contre les crises de palu. Et sur beaucoup de navires, on utilisait de la choucroute. Et ceux où il y avait ce type de préparation fermentée ont permis d'éviter le scorbut aussi, donc manque de vitamine C, et de permettre aussi contre le palu. Donc c'est comme ça que ces recettes-là se sont aussi après répandues dans les Amériques. Et d'autres explorateurs après s'en sont servis, notamment jusqu'à ceux qui sont allés en Antarctique ou en Alaska. D'accord. Et par rapport justement à la vitamine C,
Il y a un processus assez spécifique qui fait que on aurait dans les boissons, enfin dans les produits lacto-fermentés ou fermentés, plus de vitamine C après qu'avant. Oui, c'est un processus vraiment magique, la lactofermentation, qui permet en fait sur plusieurs types de vitamines, et du coup de nutriments, d'avoir bien plus en fait de bienfaits à la sortie finalement du bocal que au début du processus de fermentation. Et ça c'est assez magique parce que les légumes normalement périssent et pourrissent. Et on dit que déjà 15 minutes après avoir cueilli un légume, l'avoir sorti de terre, mais il perd déjà en fait en énergie, en nutriments. Donc plus on va attendre, plus on va voir vraiment le légume ramollir et s'amochir, parce qu'il va perdre en nutriments, donc en bienfaits. Alors que grâce à la fermentation, il va gagner en vitamines. Donc la vitamine C qui peut être présente au début du processus de lactofermentation, pour le chou par exemple, on parlait de choucroute tout à l'heure, et bien en fait à la fin, au bout de par exemple 3 semaines de fermentation, et bien en fait la choucroute va avoir bien plus de vitamine C, jusqu'à 30 fois plus de vitamine C à la fin. Donc c'est assez exceptionnel parce qu'en fait on n'a pas d'autres processus comme ça qui permet ce type d'explosion en fait de bienfaits. Voilà, donc c'est assez fou de pouvoir conserver les légumes et au-delà du fait de les conserver, c'est qu'on les améliore en quelque sorte. Enfin, on amène d'autres choses. Hmm. Et en fait, il y a toute une diversité de pratiques justement pour ces produits lacto-fermentés. Quand j'ai ouvert votre livre, j'ai vu différents noms que je ne connaissais pas du tout, style Chalamada ou d'autres types de lacto-fermentation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, très bon exemple à Chalamada, bien sûr, puisque c'est une recette lacto-fermentée qui me vient de Slovaquie. Et c'est vrai qu'on a voulu dans ce livre aussi montrer que voilà, il y avait plein de recettes traditionnelles un peu partout dans le monde, finalement. Nous, on connaît en France surtout la choucroute, c'est vrai, on l'associe plutôt à Strasbourg et l'Est de la France, alors qu'en fait, elle viendrait donc de bien plus loin. La chalamada, c'est une recette slovaque. On a fait aussi des tequan de radis, donc qui viendraient plutôt du Japon. Voilà, on a voulu vraiment montrer comment même dans la fermentation, on pouvait avoir différentes saveurs, différents légumes qui sont utilisés plus ou moins partout dans le monde en fait. Et cette diversité permet aussi une diversité de saveurs, puisque dans la chalamada, par exemple, on rajoute du vinaigre et du sucre, ce qu'on ne fait pas forcément dans la choucroute, qui elle sera juste avec du sel. Ça permet de montrer voilà, différentes sortes. Il y a les picalilli aussi, qui vont plus venir d'Angleterre. Et en tout cas, elles sont utilisées, elles sont consommées en Angleterre, mais elles viendraient avant d'Inde, parce que c'est un mélange d'épices plutôt indien. Et en fait, la recette a beaucoup plu aux Anglais qui l'ont ramenée en Angleterre. Donc c'est pour ça que là-bas, c'est très connu. Il y a un mélange de chou-fleur, entre autres crus, et de plein d'autres légumes et d'épices à l'intérieur. Voilà, donc c'est plein de techniques. On connaît les cornichons, par exemple, qui sont plutôt une méthode de pickles, enfin qu'on pourrait apparenter aux pickles. Et toutes ces techniques, en fait, sont de la fermentation. Donc il y a plein de types de fermentation différentes. Parfois, on les connaît sans même savoir qu'on les connaît. Et dans le livre, c'est ça qu'on a voulu aussi montrer, pour permettre aussi de rendre les gens autonomes davantage et peut-être plus responsables aussi de leur consommation, de leur alimentation, pour leur permettre eux-mêmes de créer des recettes. Parce que ce qui est génial avec la fermentation, c'est que peu importe les légumes qu'on met, il suffit de changer quelques épices et là, on a des recettes complètement différentes. Et c'est ça qui est génial. Et je sais que j'aime beaucoup la fermentation aussi, parce que pendant les stages de cuisine crue ou les ateliers, j'explique voilà, qu'il y a des bienfaits dans les légumes, il y a des bienfaits dans la peau des légumes, que c'est bien de ne pas les éplucher aussi. Mais c'est vrai qu'on ne les voit pas concrètement, on ne voit pas le résultat. Alors qu'en lactofermentation, si on garde la peau, par exemple typiquement le gingembre, va contenir énormément de bactéries en fait, sur la peau, des bonnes bactéries pour permettre une fermentation. C'est pour ça que le ginger beer, c'est juste en fait du gingembre avec un peu de sucre et de l'eau. Et en fait, là, on voit concrètement les bienfaits de ces bactéries. Alors que voilà, parfois c'est un peu difficile à expliquer parce que c'est assez imagé et trop microscopique pour qu'on comprenne à notre échelle. Mais voilà, là, quand on fait du ginger beer avec du levain de gingembre avec la peau, donc le gingembre entier et non épluché, et si on le fait avec le gingembre épluché, on n'aura pas le même effet, on n'aura pas le même résultat. Et là, du coup, à notre échelle, ça permet concrètement de voir une différence et je trouve que ça permet aussi d'ouvrir les consciences et d'avoir peut-être une nouvelle vision de nos fruits et légumes
qui sont si généreusement présents autour de nous. On reste à voyager tout en restant chez soi. J'imagine que ça laisse une énorme place du coup à la créativité et à la création de goûts complètement différents selon les mélanges qu'on va faire. C'est tout un champ qui s'ouvre et qui est peut-être encore assez peu exploré. Donc du coup par rapport à tous ces procédés, il y a aussi le kimchi, que j'ai découvert dans le livre, enfin que je connaissais mais que j'ai pu approfondir. Et puis aussi certains aliments de la vie courante, style le tamari ou le vinaigre de pomme qu'on utilise souvent mais dont on oublie aussi que ce sont des procédés de fermentation. Est-ce que vous voulez peut-être en parler un petit peu de... Alors, à chaque fois, c'est des sujets qui peuvent prendre beaucoup de temps, tellement c'est vaste. Par exemple, le kimchi, rien qu'au niveau de l'histoire, il y a un musée en Corée. Donc ça viendrait de Corée, même si maintenant la Chine commence un petit peu à dire que ça viendrait aussi de chez elle. Après, il y a peut-être aussi, on voit au niveau de l'alimentation des petites questions politiques qui peuvent venir. Donc qui a raison, on ne sait pas. Mais actuellement, on a quand même des frigos aussi qui sont présents dans la plupart des foyers en Corée. C'est une institution, le kimchi. On en consomme avec énormément de plats et en entrée, en plat. Le kimchi qu'on connaît a évolué. C'est un plat qui aurait plusieurs milliers d'années en Corée. Mais qui a évolué avec l'arrivée des comptoirs portugais en Asie et donc les échanges du piment. Et c'est là que ça aurait pris cette couleur et ce goût. Donc il y aurait encore plein de choses à dire sur le kimchi, bien évidemment. Donc en base, il y a du chou avec d'autres légumes et on voit plein de variantes de nos jours. Donc avec des piments. C'est assez relevé. On a aussi la sauce soja fermentée, donc différentes marques de tamari. Ça, il semblerait que ce soit des moines qui aient amené au Japon des méthodes chinoises, et en fait, en se rendant compte, en ramenant des fèves de soja, il y en avait qui avaient fermenté, où les tonneaux étaient pas bien hermétiques, et lui il aurait goûté ce jus, il aurait trouvé ça délicieux, et là ça se serait multiplié dans tout le Japon. Donc on a des bienfaits. Donc c'est du soja qui est fermenté, auquel on obtient un liquide qui va vraiment servir pour les sauces, mais aussi alors en cuit pour laquer. Il s'en sert beaucoup pour laquer. Et il me semble aussi qu'on trouve des variantes aussi en dessert. Donc c'est très salé. Ça fait une sauce qui va être très salée en goût, mais qui reste très bonne pour la santé. Tu parlais à l'instant des sauces. On peut aussi faire des sauces à base d'aliments fermentés. Il y en a quelques-unes dans vos recettes. Le champ des possibles, je crois qu'Irena après va rebondir dessus, mais on peut faire... nous, on s'est amusé beaucoup pour le livre. On connaissait le ketchup fermenté, cru. Donc il n'y a vraiment aucune cuisson. Parce que sinon on trouve plein de recettes sur internet, mais ils font cuire généralement les tomates. Et nous, on sait aussi qu'il y a la moutarde. Et on s'est beaucoup amusé sur la mayonnaise. Après, avec le tamari, on peut faire aussi des sauces très très simples. Huile d'olive, citron, tamari, pour une salade, pour un plat. Et puis on peut aussi s'amuser pour tout ce qui est déshydraté en cru, s'en servir pour faire une espèce de laquage aussi. Et après ça, je vais laisser Irena développer un petit peu.
Le tamari en déshydratation permet de faire des marinades avec les légumes et donc d'avoir des saveurs vraiment différentes de ce qu'on a l'habitude d'avoir autrement. Et ça apporte vraiment beaucoup de saveurs et de goût une fois que les légumes sont déshydratés. Le tamari peut aussi servir de base quand on fait des bouillons de légumes. Ça peut être vraiment sympa et intéressant. Une base très rapide quand on n'a pas le temps de cuisiner, qu'on n'a pas envie de passer du temps en cuisine. Le tamari va permettre d'avoir cette base de bouillon, comme à d'autres époques, on peut connaître les petits cubes magiques à mettre dans l'eau chaude, de façon très rapide. Puis il semble que pour le tamari, le soja, il y a certains aliments, enfin certains nutriments à l'intérieur qui vont disparaître à la fermentation et donc qui vont encore avoir une valeur nutritionnelle plus intéressante ou moins néfaste entre guillemets pour certains. Oui, c'est vrai que je suis pas fan du soja en cuisine. Par contre, le soja fermenté va vraiment permettre de rendre beaucoup plus digeste la graine de soja. Et comme on est sur quand même des techniques qui sont plus ancestrales, c'est pas du tout la même. On n'a pas les mêmes problèmes du tout, au contraire. Alors que le soja, de manière traditionnelle, il y a quand même pas mal de soucis. C'est œstrogène-like, entre autres. Mais c'est pas ce que c'est pas ce que je conseille forcément de consommer. Alors que quand on est sur du soja fermenté, on n'a plus du tout vraiment ces problèmes et on peut en consommer plus facilement. Si vous aviez quelques conseils à donner par rapport à comment réussir une fermentation, vous qui avez expérimenté juste beaucoup pour ce livre et depuis longtemps. Alors, parfois, il va quand même y avoir des échecs, mais pour réussir une fermentation, il faut une température, un minimum de température. Il faut des produits bio ou non traités pour justement avoir les bactéries qui vont pouvoir se développer. Si on a des antifongiques ou un tas de choses qui ont été mis dessus, forcément, on va avoir une fermentation qui ne se fera pas. Une réaction qui ne pourra pas se mettre en place. Et vraiment nettoyer tous les ustensiles dont on va se servir. Parce que si on amène des agents pathogènes, si on utilise un bocal même s'il vient qu'il est neuf et qu'on ne l'a pas lavé, si on n'a pas désinfecté les ustensiles, ça paraît bête. Parce qu'on va se dire, oui, mais je l'ai lavé comme ça. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui doit être le plus sain possible, le plus neutre. Et après, j'ai envie de dire, les échecs ou les petites erreurs, parfois peuvent amener à de grandes réussites. Je pense que c'est le propre de la fermentation, c'est qu'au début, qui aurait pu se dire que de laisser du thé fermenté dans un coin ou un chou de le laisser dans de l'eau aurait donné ses saveurs et on le voit avec plein de recettes. Donc oui, pas se donner de limites tout en écoutant un peu les conseils des anciens et température, hygiène. Et puis, se faire plaisir. Et je rajouterais aussi ne jamais ouvrir son bocal une fois qu'on l'a fermé. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des choses bizarres qui se passent à l'intérieur. En fait, oui, c'est la vie. Il y a des bactéries, c'est vivant. La fermentation, il se passe des choses en effet. C'est sympa à observer d'ailleurs. Pour les enfants, c'est très éducatif, pédagogique. Et même nous, en tant qu'adultes. Mais ne jamais ouvrir le bocal parce qu'une fois qu'on a tout bien fait, qu'on a tout préparé, le fait d'ouvrir le bocal, souvent, ça va permettre à d'autres bactéries qu'on ne voudrait pas, en fait, de venir dans nos préparations. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, même quand on voit que parfois les légumes ne sont plus totalement immergés sous la saumure, donc sous l'eau salée, si on voit que ces légumes sont gorgés en fait, de liquide, mais que parfois ils ont changé un petit peu de couleur, c'est ok, c'est vraiment pas grave. Mais jamais ouvrir le bocal. Et si on observe notre bocal de légumes lactofermentés, on observe parfois à la surface qu'il y a comme un filament qui s'est créé. De prime abord, on pourrait se dire que c'est ragoûtant, que non, c'est pas normal, parce que je pense qu'on est dans un environnement qui est très stérile. Aujourd'hui, très aseptisé en fait, encore plus ces derniers mois et ces dernières années.
Alors qu'en fait, non, la fermentation, ce qui se passe dedans, cette vie qui travaille, en fait, c'est pas mauvais du tout. Et ce fameux petit filament, on va dire, qu'on pourrait trouver en surface dans les bocaux, en fait, c'est juste la vie qui a travaillé et les légumes qui sont adaptés au milieu, les bactéries qui sont adaptées à ce milieu pour permettre, en fait, de protéger à la fois les légumes qui sont dans la saumure de l'extérieur. Donc voilà, ce qu'on prend, un peu comme les herbes sauvages finalement, ce qu'on prend pour un ennemi, si on le regarde différemment, si on arrive à le comprendre, on se rend compte que chaque vie a sa place et qu'il y a peut-être un intérêt qu'on ne connaissait pas et dont on ne se doutait pas. Donc c'est très rare quand même de rater de la lactofermentation. Si on a respecté en tout cas voilà, les conditions, comme disait Jean-Baptiste, les conditions d'hygiène, les conditions de température, pas d'écart de température trop élevé aussi. Pas le mettre dans une pièce où la journée va faire chaud mais la nuit il fera super froid, ça ce serait dommage, surtout les 3 premiers jours où c'est vraiment là qu'il y aura le processus qui va être lancé, mais même les 3 premières semaines c'est quand même bien que ça reste à température ambiante, idéalement 20 degrés, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, après on adapte, on fait toujours au mieux, mais voilà, c'est très rare d'avoir des moisissures à l'intérieur, si on a tout fait bien comme il faut, si on a bien respecté les règles de base. Et dans le livre, on a mis vraiment les erreurs les plus courantes. On a expliqué voilà, comment faire quand on est débutant en fermentation, parce qu'on voulait vraiment que ce livre soit ouvert à tout le monde et que quelqu'un qui n'a jamais fait la lactofermentation, qui connaît à peine peut-être la choucroute, qui a déjà vu passer le kombucha dans son magasin, parce que ça se développe quand même, et c'est très très bien. Hein. Mais voilà, il y a vraiment à la fois les recettes de base et les conseils de base pour bien commencer, les ustensiles qui sont le plus adaptés également. Toutes les erreurs qu'on a pu commettre ou qu'on a pu voir autour de nous, on les partage aussi parce que c'est bien de se servir de ces échecs pour mieux réussir demain. Et pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, qui auraient déjà fait de la fermentation, là on apporte aussi notre saveur, nos goûts, toute la partie histoire dans l'introduction que Jean-Baptiste a écrit. C'est vrai que c'est toujours des choses qui sont intéressantes à découvrir et à apprendre. Et puis en termes de saveur, il y a des recettes un peu plus audacieuses. On s'est même permis de créer 2 recettes de pain. C'est vrai alors pour les crudivores, c'est souvent ce qui manque. Et là, on s'est dit, on va pas léser sur les recettes. Et donc, on a des recettes de pain qui sont assez surprenantes et vraiment très plaisantes, en fait, parce qu'on est sur du pain cru, donc déshydraté à basse température, et pourtant des textures de dingue. Enfin, c'est vraiment des textures et des goûts très surprenants et très bons qui ont plu quand on a fait goûter ça autour de nous. C'est vrai que ça plaisait à chaque fois. Et une des questions qui me vient et puis qui peut traverser l'esprit de plusieurs personnes, je le pense, c'est par rapport à la complexité de la préparation ou du temps pour les réaliser. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est difficile à réaliser pour quelqu'un qui connaît pas trop et qui découvre la fermentation peut-être par votre livre? Est-ce que c'est simple d'accès? Alors notre livre justement, on a essayé de voir des recettes du monde entier pour tous, mais aussi les principaux intéressés, c'est-à-dire nous-mêmes, d'avoir des choses simples à réaliser. De part aussi, on avait un temps pour réaliser le livre assez court. Et on a vraiment des bases simples. Alors oui, il y a quelques recettes, je ne vais pas vous le cacher dans le livre, qui sont un peu plus complexes, forcément, parce qu'on veut parler à tous, même ceux qui ont une personne qui a l'habitude de faire lacto-fermenter des bocaux chez elle, va certainement trouver des idées ou pouvoir piocher des recettes dans notre livre, ou des façons de faire. On a été un peu audacieux aussi sur, par exemple sur le taquan. Donc nous on se sert de radis noir, alors que les Japonais se servent de daikon, mais on s'est dit tiens on va prendre du local, on va essayer de voir avec du local. Et donc il y a un petit parallèle avec ta question d'avant sur qu'est-ce qui est raté ou pas. On pensait vraiment que cette recette allait être ratée, et quand on l'a ouverte, déjà l'odeur était donnée envie, et quand on l'a goûté, c'est un régal, on s'est vraiment fait plaisir. Et donc je pense qu'on peut aller vers simple et efficace. Et là cette recette apparaît un peu folle, apparaît très complexe, très difficile gustativement
pour y prendre du plaisir. Alors qu'en fait, je crois que c'est l'une des recettes qu'on a fait goûter autour de nous qui a le plus plu. Et vraiment, limite, je me souviens pas, mais je pense que c'est unanime. Tout ça qui on a fait goûter, les gens ont adoré. Et c'est juste du radis qu'on laisse flétrir. Donc nous, on s'est servi de radis noir. Et on va couper des tranches. Pour un souci esthétique, nous on a retiré quelques dont on s'est servi, hein, on les a mangés, mais on va retirer avec l'économe une partie du radis pour avoir blanc, noir, blanc, noir. Ensuite on coupe des rondelles et on va le mettre dans un bocal, on va tasser, alors il y a de l'algue, pareil on a essayé de trouver un producteur bio en Bretagne. Donc on a essayé vraiment de rester sur du français ou du local un maximum. Et après il y a des agrumes, il y a différentes choses. Nous on a adapté et au final c'est très très simple à faire. Il y a juste à tailler et je crois qu'en termes de temps, tu nous posais la question, cette recette, alors oui, il y a le fait de laisser le radis flétrir, donc c'est juste l'acheter, le laisser dans un coin. Après, une fois pour le préparer, il y a le laver, le couper. Il me semble qu'on a dû mettre 10-15 minutes. Je me rappelle plus du temps qu'on a mis dans le livre, mais... Ce qui est intéressant et souvent ce que je partage avec les personnes en stage, c'est en fait de carrément se prendre une journée ou une demi-journée, de faire plein de bocaux de lactofermentation. Et comme en fait ça se conserve super bien après, on peut faire en une journée plein de différentes saveurs, les laisser de côté, les laisser fermenter, en ouvrir certains au bout de 3 semaines, mais on peut attendre bien plus si on le souhaite. Et ça permet d'avoir pendant des mois en fait des légumes, des préparations déjà prêtes. Donc il y a juste à ouvrir le bocal et à savourer, à goûter. Sachant qu'une fois que le bocal est ouvert, on peut le conserver au réfrigérateur pendant encore des semaines, voire des mois, si c'est bien conservé, et si on respecte toujours ces fameuses conditions d'hygiène. Mais du coup, c'est très pratique en fait pour ces petits légumes. Et puis, dans les recettes du livre, on a vraiment privilégié, et ça c'est ma marque de fabrique à chaque fois, mais de privilégier le peu d'ingrédients. C'est-à-dire que, mis à part peut-être les pains, qui ont plus d'ingrédients, et encore, ça reste quand même très raisonnable, mais dans quasiment toutes les recettes, on est vraiment sur très peu d'ingrédients à chaque fois, des ingrédients qui sont quand même assez communs, connus, trouvables en magasin bio, voire en magasin traditionnel. Donc, on est sur des recettes qui sont très abordables, très faciles à faire. Ça peut être fait avec les enfants aussi. Et puis ce que les gens aiment bien faire aussi parfois, c'est de décorer en fait leur bocal, dans le sens où la forme du légume va changer si on fait une préparation avec plusieurs légumes dans la fermentation, dans le bocal. On peut couper des rondelles, des bâtonnets, on peut émincer des légumes. Et du coup, ça fait parfois des œuvres d'art où en stage, c'est vrai qu'on s'amuse à prendre en photo les bocaux de chacun parce qu'en fait, ça fait des couleurs magnifiques avec des contrastes très intéressants. La dernière fois, on faisait potimarron et feuilles de laurier. Donc ça fait un vert orange qui est juste sublime. Et puis pourquoi pas jouer avec les différents radis, on en parlait tout à l'heure, mais il y a le radis red meat ou blue meat qui donne du coup une couleur assez dingue en fait visuellement. Et c'est avant tout avec les yeux qu'on mange. Donc c'est déjà une œuvre d'art visuelle avant d'être une œuvre d'art gustative. Et puis pour avoir eu la chance de goûter des préparations maison lactofermentées et d'en avoir pu en goûter qui viennent du commerce, enfin, personnellement, j'ai trouvé une très nette différence de goût. Après, tout va dépendre de ce qu'on va choisir, mais il y a, par exemple, j'avais quelques préjugés personnellement sur le goût du lactofermenté, puis en découvrant de nouvelles recettes à base et des différentes fermentations, c'est vrai que c'est quelque chose que pour ma part en tout cas, que je trouvais vraiment une palette des possibles immense. Nous, on a une contrainte qui était de nous faire plaisir, alors que je pense qu'un industriel va avoir une contrainte d'avoir un goût similaire sur beaucoup de produits. Je pense que c'est ça aussi, est-ce qu'une maîtrise de fermentation, je pense que sur une grosse quantité avec des températures qui peuvent varier ou autre, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui le fait chez soi ou qui va s'en servir en cuisine plus tard. Par exemple, un chef, pour un restaurant, pour un traiteur, je pense que c'est beaucoup plus simple que quelqu'un qui va devoir en vendre des milliers et des milliers. Et puis il y a aussi les produits dont on s'est servi.
On s'est servi de produits qui étaient souvent locaux, en permaculture très souvent aussi. Et donc il y a un amour qui est déjà mis dans le produit avant même que nous on ait à le préparer. Pour rebondir et pour aller plus loin, vous qui avez écrit du coup chacun de votre côté des œuvres, qu'est-ce que ça fait d'écrire à deux un livre parce que j'imagine que les procédés, les processus sont différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette co-création et comment ça fonctionne? C'est une très belle question, Benjamin. Je dirais que déjà c'était génial, enfin, c'était vraiment très plaisant de l'écrire à deux et puis de l'écrire avec Jean-Baptiste. En termes de timing, c'était plus que nécessaire, je pense, qu'on soit deux sur le projet. Ce qui a été super, c'est qu'on a pu se partager et vraiment en fait faire ce qu'on préférait. C'était vraiment un gros plus pour nous deux. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, qui est un grand féru d'histoire, de tout ce qui est microbiologie des sols, enfin toutes ces choses, vraiment, il a pu en fait axer son travail sur cette partie-là. Donc toute la partie introductive, c'est vraiment lui qui l'a faite. Moi qui adore prendre des photos, toutes les photos sont de moi. Donc j'ai pu vraiment m'épanouir là-dedans. Et puis les recettes, on les a créées ensemble, où tous les deux, en fait, on avait déjà des recettes de nos côtés. On a pu en inventer aussi ensemble, parce que tout simplement, par exemple, on avait un légume ou un fruit qu'on aimait bien, on s'est dit pourquoi pas le tester. Parfois, on a réussi à faire apprécier à l'autre aussi des recettes que de base, on n'aurait peut-être pas apprécié ou on n'aurait pas voulu les tester, parce qu'on n'aimait pas forcément ces ingrédients-là. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment très enrichissant. Et puis après, d'un point de vue purement technique, on va dire qu'on a chacun travaillé de nos côtés. Et puis on mettait en commun régulièrement nos avancées, puisque comme on l'a dit, c'est vrai que le temps était très très court pour réaliser ce livre, ce qui est un peu le comble pour la fermentation, mais c'était du coup un très beau challenge à relever. Et de ce fait, on a pu ensemble réaliser ça. Et comme on dit, 1 + 1 ça fait 3, et il y a ce magnifique livre qui est né. Et ça, on a pu vraiment enrichir nos idées l'un avec l'autre. Ça a été pour moi, pour ma part, une découverte de l'édition, parce qu'on a travaillé avec la maison d'édition, donc Marie-Claire, Adeline Aubut, et que je salue. Et c'est vrai qu'on a eu un temps d'à peu près 1 mois et demi pour réaliser la plupart des recettes, avec les photos aussi. Donc c'était un beau challenge. Moi, mon univers, c'est plutôt contes et plantes sauvages, culture, permaculture. Donc c'est vraiment mes passions. Et j'adore aussi bien manger. Et c'est vrai que je faisais, et je fais toujours, des boissons fermentées ou des petits pots. Et là, à l'échelle d'un livre, on se rend compte vraiment que c'est le professionnalisme. Là, il a vraiment fallu être carré dans tout ce qu'on notait. On a fait plein de tests, parce qu'il y a plein de choses aussi qui ont pu à moitié marcher, et qui étaient pas mal en saveur, mais on a vraiment essayé de mettre les meilleures, celles qui nous plaisaient le plus. Donc on a fait beaucoup de choses pour qu'en 1 mois et demi ça sorte. Donc ça a été beaucoup de travail. Travailler avec Irena, ça a été un vrai plaisir parce qu'on a pu énormément échanger. On dialoguait beaucoup parce que oui, moi j'avais mes parties à moi et souvent elle avait les siennes, mais il fallait que ça matche et que ça corresponde. Par exemple, au niveau de l'histoire, si tu te mets à faire des recettes sur la fermentation, il faut que ça puisse coller avec ce que moi je vais écrire. Donc essayer de rester aussi dans quelque chose de tout en étant original, de garder la recette de base. Comme le taquan, on est resté sur du radis, on n'est pas allé vers d'autres choses. Donc vraiment dialoguer et se mettre d'accord. Et voilà. En tout cas, avec ces belles images que j'ai pu voir et le contenu du livre, ça donne vraiment envie. Et vraiment, ça donne envie de se lancer dans la fermentation. On arrive vers la fin du podcast. Je vais vous poser une petite question chacun sur finalement, par quoi est-ce que vous avez envie de conclure ce podcast, si vous avez quelques petits mots à dire ou rajouter selon chacun.
Moi, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier encore Aline Lobut, à remercier Irena Banas. Et je tiendrais à rajouter que dans le livre, on est parti aussi il y a pas mal de recettes qui sont faites avec des plantes sauvages ou aromatiques. Et donc, facile aussi pour nous, mais aussi pour les petites abeilles, tout un tas de choses. Et tout un tas de biotopes. Et nous, euh, on a comme projet aussi un livre qui sortira au printemps. Donc, on a déjà ces bases-là qui sont dans ce livre sur à la découverte de la fermentation. Mais on va avoir aussi un prochain ouvrage sur les plantes sauvages et avec pas mal de recettes aussi et sur l'herboristerie. Et pareil que j'écris et que j'ai la chance d'écrire avec Irena et où elle va pouvoir prendre de très très belles photos. J'aurais envie de peut-être repréciser que ça a été un vrai plaisir de créer toutes ces recettes parce qu'on a voulu à la fois faire des recettes très simples, connues du grand public, et en même temps d'autres recettes plus originales, plus parfois même pas du tout connues des personnes, de varier les pays, moi je sais que j'aime beaucoup voyager, donc c'était aussi un hommage à tous ces voyages que je fais un peu moins en ce moment, une autre façon de voyager, ce livre. Et puis autour de moi, j'ai aussi beaucoup écouté, questionné les personnes qui m'entouraient pour savoir ce qu'en fermentation elles connaissaient, déjà pour savoir voilà, de base ce que les autres pouvaient connaître ou pas, et puis les recettes qu'elles aimaient bien. Et c'est là où j'ai découvert en fait peut-être plus de choses que je ne pensais, puisque le taekwondo de radis, par exemple, c'est ma sœur qui me l'a inspiré. Elle adore manger japonais, elle adore tout ce qui est taekwondo de radis, et elle m'a dit, mais Irena, si tu arrives à créer cette recette, ce serait génial. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti, go. On relève ce challenge et puis on va tenter. Et au final, c'est comme ça que des recettes assez improbables, dont on n'était absolument pas sûr, et moi qui n'aime pas le radis à la base, je me suis dit que ça allait être vraiment challengeant. Et en fait, la fermentation, et cette recette en particulier, m'a permis d'apprécier le radis. Et je me suis dit, bon, c'est assez fou. Pareil pour le gingembre et la cannelle ensemble. Enfin voilà, il y a plein de mélanges comme ça qui, fermentés, m'ont permis de redécouvrir certains ingrédients, certains aliments, de les apprécier, d'apprendre à les savourer différemment. Donc vraiment grand merci à ma sœur, à Jean-Baptiste aussi, qui a été audacieux sur plusieurs recettes. Et puis c'est avec plaisir que j'ai pu montrer que j'ai pu montrer des recettes du coup très très basiques et puis d'autres plus farfelues peut-être. Et puis merci à Biogroup qui a été à la base. C'est eux en fait qui ont demandé ce livre aux éditions Marie-Claire et mon éditrice qui m'a contactée pour me dire voilà, au-delà du livre sur les graines germées, il y a peut-être ce livre qui pourrait t'intéresser. Et je dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves, il faut toujours croire en soi, il faut oser et parfois il y a des belles surprises qui nous attendent à la fin et que cette fin n'est peut-être qu'un début pour autre chose. Et j'ai hâte que notre livre sur les plantes sauvages comestibles, toutes ces plantes du jardin, sorte, puisqu'il paraîtra, donc, comme vous l'a dit Jean-Baptiste, au printemps 2022. Et que là, on est en train on est en plein dedans, en fait. On est en train de le finaliser. Bon, on voit que ça co-crée encore et encore. Eh bien, merci pour ces mots de la fin qui vont peut-être fermenter dans l'esprit de nos auditeurs. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Désolé pour la petite blague. Et puis, si vous voulez retrouver toutes les informations sur Jean-Baptiste, sur Irena et sur ce livre à la découverte de la fermentation, vous trouverez tous les liens dans la description du podcast. Et vous y trouverez également le lien de la cagnotte pour faire un don au podcast si vous souhaitez le soutenir pour participer à la plantation de forêts comestibles et forêts nourricières. Merci encore Irena et Jean-Baptiste. Et puis à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Au revoir. Au revoir.